Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Un troubadour est un compositeur, un poète et un musicien de l'ère médiévale. Les thèmes abordés dans leurs chansons de ces véritables boucs en train étaient principalement liés à l'amour de courtoisie et aux chevaliers. Donc, bien que la musique de l'artiste que je reçois aujourd'hui n'aborde pas ce type de sujet, je ne peux m'empêcher de le considérer comme un véritable troubadour des temps modernes. En véritable homme-orchestre, il emprunte des saveurs d'autrefois, compose de la musique aux saveurs de son époque et rédige des textes avant-gardistes. Abordant des sujets personnels avec une vision singulière de ceux-ci, un brin de folie semble avoir fait son nid dans l'esprit de l'artiste, tout comme c'était le cas autrefois chez les troubadours qui, nous le rappelons, chantaient toute la nuit au sujet de chevaliers. Donc sans plus attendre, veuillez accueillir, comme il se doit, Johan Francoz. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super, mon intro t'a fait rire. Oui, ben c'est... j'aime ça, J'aime ça, l'univers... Ouais, j'ai beaucoup écouté The Gentle Giant. Ça fait aussi un peu troubadour puis médiévalesque, là, quand même. Comme... Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'accepte. Tu acceptes l'identification. Ouais. Toi, Yann, t'as fait paraître ton nouvel album la semaine dernière, donc plus exactement le 17 novembre. L'album qui s'appelle La Grandeur. C'est ton deuxième album, puis par album, je parle de la forme colossale, on peut dire qu'un album prend. Donc, plusieurs morceaux, un truc assez long tout de même, plusieurs morceaux, comme je viens de dire. C'est qu'est-ce que ce projet-là veut dire pour toi? En fait, ce projet-là, je me rends compte en ce moment de son sens. C'est juste récemment, en rédigeant le communiqué de presse avec ma relationniste, que je me suis rendu compte qu'il y avait un fil conducteur parce que j'avais besoin de trouver des choses à dire sur l'album. Mais au début, c'est ça. Au début, c'était un projet très pragmatique. C'est un défi très technique. Je me suis juste dit, je vais faire un autre album. Je vais écrire 10 chansons. J'aime bien quand mes albums ont un multiple de 5, en fait. OK. Soit 5, soit 10, soit 15. Y a-t-il une raison particulière ou c'est juste... J'ai peut-être que je suis superstitieux, mais j'ai des espèces de méthodes un peu inutiles auxquelles je tiens beaucoup quand même. OK. Des petites règles personnelles, puis... Voilà. On tient Morticus. Donc là, au début, je me suis dit, bon, ben je vais aller écrire une chanson dans un parc de Montréal. Ensuite, je suis revenu chez moi. J'ai fait une maquette de la toune, ça m'a pris 1 ou 2 semaines. Ensuite, je suis allé dans un autre parc de Montréal écrire une autre chanson. Et comme ça pour les 10 chansons. Donc, j'ai fait 10 tounes dans 10 parcs différents de Montréal, dans lesquels j'aimais bien aller. Puis là, c'était donc il y avait pas vraiment de concept préétabli sur mes textes. Je me rappelle au début que je voulais faire un album plus commercial, mais bon, je pense que ça a un peu pris le bord, puis c'est devenu plutôt fucké avec le temps. Mais c'est un peu ta signature aussi, c'est l'artiste que t'es, veux pas aussi. Hein? On peut pas dissocier l'art de l'artiste de cette manière-là. C'est difficile pour moi de pas être fucké dans mes Mais là, après ça, en repensant à l'album tout récemment, je me suis rendu compte que les thèmes étaient approchés souvent de la même façon. Les chansons parlent souvent d'une espèce de métaphore d'une entité abstraite qui nous dépasse, comme par exemple l'arrache-museau centrifugale, c'est une espèce de machine qui arrache la face du monde avec la force centrifuge. Les requins sont sortis, le cercueil géant, labyrinthe de magma, bref, le bunker, c'est des espèces de concepts de choses grandes. Mm-hmm. C'est plutôt angoissant, je dirais que c'était peut-être une période angoissée, mais pas tout le temps, il y a des tunes qui sont plus positives. Donc, tout ça pour dire que finalement, oui, il y a un thème, maintenant je le vois bien. Il y a cette approche-là, puis c'est bien résumé par le titre « La grandeur », qui ne réfère pas à la grandeur d'âme, mais qui réfère plutôt au vertige, à la sensation qu'on se fait écraser par quelque chose. C'est un peu ça que je pense que j'ai véhiculé dans l'album, c'est ça que ça veut dire pour moi. OK. Puis, est-ce que, là, tu dis que chaque pièce a été composée dans un parc différent. Est-ce que t'as un parc préféré? Et si oui, est-ce qu'il correspond à ta chanson préférée sur le projet que tu viens de sortir? J'ai un parc préféré, oui. Puis c'est le parc de la Bolduc sur la rue Rachel. C'est mon parc préféré parce que j'y allais tous les jours jouer aux échecs quasiment pendant l'été 2021. OK.
avec une gang de joueurs d'échecs anciennement du Café Pi qui sont là. Puis j'ai écrit la tune Chaque brise qui passe dans ce parc-là. Je dirais pas que c'est ma tune préférée, mais ça a été écrit dans mon parc préféré. OK. Puis qu'est-ce que pour toi, en fait pas pour toi, mais pour les auditeurs et auditrices qui vont écouter ton projet, qu'est-ce que tu penses que cet album-là peut vouloir dire pour eux qui connaissent pas nécessairement l'historique ou l'histoire qui se passe dans ta tête? J'espère qu'il va pas être déprimant, mais je penserais pas parce qu'il y a beaucoup de non, je penserais pas. Il y a beaucoup de rythmes assez fast. Je sais pas ce que les gens... j'ai de la misère j'ai de la misère à prévoir la relation que les gens vont avoir avec ma musique. Souvent, la tune que je pense que je devrais mettre en avant, c'est finalement pas celle qui pogne le plus. Fait que c'est dur à prévoir. J'espère que ça va être pour eux du contenu intéressant, riche, qui peut les faire... qui peut briser des barrières mentales peut-être au niveau musical parce que j'ai pris beaucoup de risques, j'ai fait beaucoup de trucs bizarres, intéressants, non conventionnels. Voilà, c'est ça. Fait que écoute, je sais pas à quoi m'attendre de la réception des gens. Ben déjà en fait parce qu'au moment où on tourne cette entrevue, l'album n'est pas sorti, mais au moment où vous l'écoutez, l'album est sorti. Mais donc je sais, bref. Tout le tour de passe-passe vient de s'écouler, là. Désolé. Non. On s'apprête à écouter justement 2 morceaux de ton dernier album. On va écouter Cercueil géant et La Craque. Moi, en fait, dans la pièce Le Cercueil géant, on dirait que je pouvais pas m'empêcher de trouver qu'il y avait des similarités artistiques entre, mettons, peut-être l'œuvre de Stravinsky ou Atom Earth Mother de Pink Floyd dans la manière que l'orchestration puis l'arrangement est fait. Est-ce que... c'est beaucoup par rapport à la forme atypique de l'œuvre, la dissonance entre les différentes mélodies. Puis je me demandais, est-ce que ta musique est construite puis écrite ou écrite puis construite? Déjà, Stravinsky, c'est mon grand idole, musicalement. Okay. C'est vraiment, comment dire, c'est une espèce d'idéal d'écriture, là, pour moi, là, son pandiatonisme, tout ça. Igor Stravinsky est un compositeur de musique moderne très important dans l'histoire. Mes mélodies sont écrites longtemps avant mes textes, ça, c'est sûr. Des fois, je traîne des mélodies, peut-être 1 ou 2 ans, Puis, en fait, j'écoutais Daniel Bélanger dans un podcast parler, puis je pense que c'est exactement la même chose que lui. Il fait la mélodie pendant un bon bout, je fais juste des na. Puis à un moment donné, quand je me dis, ça y est, je suis prêt à faire un texte dessus, là, je pense à un sujet, puis je couche le texte dessus. Après ça, les arrangements, tout ce que t'as pu entendre de bizarre que les violons puis les brasses font pendant la tune, ça vient après quand je fais la maquette. Ah, ok. C'est intéressant que tu dis justement que tu fais la mélodie avant de mettre les mots parce que je recevais des artistes la semaine passée, j'ai reçu justement Clopelga qui, elle, disait que c'était l'affaire qui était la plus complexe en fait à faire. Elle, c'était vraiment comme très dans un jet. Puis je trouve ça tellement intéressant de voir justement qu'il y a des artistes que c'est tellement la démarche de composition des paroles et des mélodies est tellement différente pour chaque artiste. Je trouve que c'est juste une petite parenthèse d'à quel point on dirait que ça m'impressionne. Chloé disait qu'elle faisait pas les mélodies avant? Ouais, c'est ça. Elle, c'était comme... Les paroles venaient avant... Puis les paroles créaient justement créaient la mélodie. Puis c'est juste une approche qui est différente. Ouais. Puis, tu sais, quand je parlais de Atom Earth Mother, est-ce que ça c'est une influence pour toi ou... Je l'ai déjà écouté. Ça fait longtemps, mais je me rappelle que dans ce temps-là, je vibais beaucoup sur ce genre c'est un album bizarre, non? C'est un album, c'est comme une pièce, c'est un double verso pour un vinyle, puis c'est assez expérimental, mais c'était comme la vibe justement de dissonance entre les mélodies, puis un peu la genre d'atmosphère de grandeur et d'aventure. Je trouvais que c'était assez similaire à ta pièce justement Cercueil géant. En tout cas. Ouais, c'est possible. Dans le sens que Cercueil géant, c'est un format pop, dans le sens que c'est short, mélodie, refrain. Fait que c'est assez rigoureux puis assez concis dans la forme, mais en termes des libertés qui sont prises dans les dissonances, oui, je comprends. C'est très libre. Donc, on se lance là-dedans tout de suite. Donc, on va commencer avec Cercueil géant, comme on vient de mentionner, et La Craque de l'album La Grandeur. Donc, bonne écoute.
Donc, on est de retour. On vient d'écouter la pièce Le Cercueil Géant, pardon, et La Craque de l'album La Grandeur de Yann Francoz. C'est vraiment intéressant parce que dans ta musique, on peut constater qu'on passe par différents styles musicaux différents, parfois dans la même chanson. Puis aussi, c'est aussi ta manière de faire des amalgames entre ces styles-là. On passe notamment par la chanson, par le jazz, la musique classique aussi, le folk, le metal même certaines fois. Sans vouloir dire, mettons, que ta musique est alternative, y a-t-il un style dans lequel tu préfères composer ou que l'inspiration te vient de manière plus naturelle? Ben, comme je disais, vu que j'écris les mélodies souvent longtemps avant de faire le texte, ça arrive souvent que ça change de tempo puis que ça s'adapte avec le texte. Donc, au final, c'est dur de viser. C'est rare que je vise le style au début, sauf comme par exemple dans La Craque, c'est clairement plutôt jazzy ou tu sais. Des fois, ça évolue. Non, en fait, le style est plutôt déterminé avec la mélodie, mais après ça, de dire c'est quoi le style qui définit, c'est toujours très difficile pour moi. Parce que je pense que c'est pas nécessairement quelque chose qui est ni bénéfique ni pertinent, en fait, genre. Ouais. Mais y a-tu un style dans lequel tu préfères composer ou un style vers lequel tu puises ton inspiration davantage? Par rapport à ce que j'écoute beaucoup de chansons, mais aussi beaucoup de trucs. Je pense pas vraiment je pense pas que je serais capable de dire. Peut-être que ces temps-ci, j'écris quand même pas mal de tunes qui essaient de se tourner vers quelque chose d'un peu folk, mais c'est pas vraiment par préférence, c'est plus que c'est mes inspirations du moment. Puis je sais que mes goûts varient beaucoup avec le temps, donc c'est pas vraiment de style préféré. Donc. OK. Puis, en fait, comme mentionné précédemment, tu as fait paraître ton dernier album il y a à peine une semaine. Mais avant, tu avais fait paraître en 2021 l'album Ruelle et en 2019 le EP Espion de Chine, qui ont encore une fois tous des nombres de pièces entre 5 et 10, on se le rappelle. Mais comment, en fait, cet album-là, le nouvel album, est né? Dans le sens... Qu'est-ce qui a motivé ton envie de faire un album plutôt que justement des EP ou des singles? C'est la fin de la question. La formulation était drôle. Ben, il faut dire que ça fait longtemps que j'écris des tunes puis que je les enregistre. Ça fait au moins 5-6 ans. Puis j'ai commencé à faire ça longtemps avant de catcher la game, catcher comment professionnaliser, catcher comment vendre ça. Je m'inspirais un petit peu de Richard C.V. Moore ou comment il s'appelle encore Daniel Johnston. Okay. Des artistes qui sont connus pour avoir créé avec vraiment les moyens du bord là, juste parce qu'ils étaient inspirés. Puis moi qui avais envie de faire de la musique, puis qui comprenais rien par où commencer pour entrer dans l'industrie, ben je me disais tant pis, je vais juste créer, enregistrer avec mon stock bas de gamme, puis sortir, puis on verra ce que ça donne. Donc mon idée c'était vraiment de créer beaucoup en fait. C'est comme ça que je voulais me dépêcher d'écrire des tunes boboches pour qu'un jour rapidement j'aie les capacités d'en écrire des bonnes. Ouais. Puis que le jour où peut-être qu'un jour je me ramasse avec des moyens puis une équipe, je sois comme prêt puis mature dans mon écriture. Fait que c'était vraiment j'ai fini l'album Ruelle. J'étais en train je venais de commencer à avoir une entente de distribution avec une compagnie, puis donc à essayer de commencer à le commercialiser. Puis déjà j'étais là, j'écris les nouvelles tunes, je m'en vais dans un parc, je fais des demandes de subvention pour essayer de faire un nouvel album. Donc c'était vraiment pour passer rapidement au projet suivant, puis parce que j'ai vraiment une soif d'écrire beaucoup. Okay. Vraiment dans le but de créer et aussi genre de développer un peu tes skills de composition par le fait d'en faire un maximum. Ouais, c'est ça. Puis c'est que j'ai beaucoup écouté de Frank Zappa qui a plus d'une 70 albums. Richard C.V. Moore, celui que j'ai cité plus tôt, je pense que il paraît qu'il y aurait plus de 400 albums de sortie enregistrés dans sa chambre. Okay. Fait que c'est comme j'étais inspiré par cette espèce de pour moi, je voyais ça comme un peu un focus sur l'essentiel, là, puis vraiment comme, tu sais, créer. Puis, de la manière que tu parles, tu sembles vraiment, en fait, entreprendre beaucoup les démarches qui sont en lien avec la composition et la promotion et tout ce qui a trait à passer d'un point zéro à un point, l'album est sorti puis est publié, machin. Mais est-ce que tu fais affaire justement avec des collaborateurs, collaboratrices, que ce soit des musiciens, musiciennes,
ou des personnes qui t'aident avec tu sais, les arrangements. Tu sais, comment tu procèdes en fait pour tout ce qui est ces aspects un petit peu plus techniques là aussi? Les arrangements, je les fais moi-même. Ça, c'est vraiment Parce qu'en fait, avant de faire des chansons, moi, je voulais faire de la compo classique. J'étais à l'université en compo classique. Fait que les arrangements, c'est comme un peu mon espèce de pas de compromis. Je veux vraiment faire tous mes arrangements. OK. Après, pour mes albums qui ont précédé La Grandeur, j'étais presque tout seul à interpréter la majorité des instruments puis à tout faire, avec des petites exceptions. Chaque album allait avec une petite touche de professionnalisation de plus. Pour La Grandeur, par contre, j'ai vraiment fait un shift. J'étais tanné d'avoir un petit drum machine cheap sur mes albums, fait que j'ai engagé un vrai drummer. 2 vrais drummers, en fait. OK. Et au final, il y a plus de 25 musiciens qui ont participé à l'album. Donc, après ça, j'ai engagé aussi des illustrateurs, des illustratrices pour faire une image pour chaque photo. J'avais fait ça aussi pour elle. Bref, chaque photo? chaque tune, excuse. Okay, une image pour chaque tune. Fait que là, c'est vraiment cet album-là. Là, je pense qu'au total, il y a plus de 40 personnes qui ont participé. C'est ça vraiment la différence entre ça et les autres albums. J'ai vraiment essayé ça m'a coûté un bras puis ça va être difficile de m'en remettre mais bref, j'ai vraiment tu sais j'ai mis le paquet là. Puis après ça, c'est ça là, j'ai commencé à essayer de me trouver des équipes professionnelles qui pourraient m'accompagner, mais c'est pas encore gagné mais c'est entrepris. OK. Puis ben justement, beaucoup de collaborations, beaucoup d'inspiration aussi pour créer un album qui est aussi j'ai l'impression, large au plan sonore, dans le sens où est-ce que les instrumentations sont pas légères. Tu me parlais avant l'entrevue de personnes qui t'ont inspiré, notamment on parle de Dick Annegarn et Albert Marqueur. Ouais. Veux-tu nous en parler un petit peu de ces deux artistes-là, dont on s'apprête à écouter leur musique? Oui, c'est... Tu m'as demandé du monde qui écrivent en français. Fait que c'était vraiment les deux majeurs. Il y en aurait beaucoup en anglais aussi, mais je dirais que Dick Annegarn, je parlais avec une amie récemment, puis pour nous, c'est le plus grand de la francophonie quasiment. Il est vraiment pas connu. Ben, il est peu connu. Il a comme embarqué dans l'industrie. Il a commencé à être connu, je pense, dans les années 80 ou 70, puis il a juste claqué la porte de l'industrie, puis il est allé vivre sur une péniche sur une rivière, genre. OK. Puis il s'est ouvert une boulangerie là, puis il a juste enregistré des albums underground tout le reste de sa vie. OK. Puis c'est vraiment original, c'est vraiment un virtuose de la guitare, ses textes sont fous, son imaginaire est fou. Ouais. Puis moi ce gars-là, il me sidère. Ouais. Ben c'est vraiment moi j'ai été probablement avant même que il commence à ouvrir la bouche pour dire ses poèmes. J'ai été vraiment flabbergasté par son jeu de guitare. Après, t'as écouté la chanson des bémols et des dièses, mais dans cette pièce-là, le jeu de guitare est complètement phénoménal et je trouve que sa poésie est très unique et genre, je comprenais vraiment de quelle manière peut-être cet artiste-là parvenait à t'inspirer dans le sens où est-ce que les formulations et puis comme l'emploi des mots viennent vraiment comme servir un peu la chanson plus que essayer de faire un sens qui peut sembler conventionnel. Donc ouais, c'est une très très belle découverte. Puis sinon il y a aussi Albert Marqueur. Ça c'est drôle parce que c'est un ami qui connaissait pas Dick Annegarn qui m'a parlé d'Albert Marqueur, mais Albert Marqueur, c'est un oiseau encore plus bizarre et encore moins connu que Dick Annegarn qui a évolué aux alentours de Dick Annegarn. Donc, je pense qu'il a fait les arrangements de certaines pièces de Dick Annegarn, mais il a surtout travaillé tout seul, puis on le surnommait le Zappa de la Normandie parce que ses albums sont vraiment bizarres, puis vraiment des espèces d'arrangements hyper précis, puis la tune Le Père qui moine, je dirais que c'est la tune qui m'a le plus marqué, c'est une espèce de pièce complètement touchante, mais d'une façon unique, qui parle d'un homme malade qui essaie de guérir en étant en conversation avec le lierre qui pend de sa maison. Puis c'est musicalement complètement pas conventionnel. C'est extrêmement marquant pour moi, cette tune-là. Puis après ça, j'allais écouter tout ce qu'il faisait, puis c'est vraiment tout un univers extrêmement riche. Mais j'avais jamais entendu parler. Tu sais, ce gars-là, c'est obscur. Mais on peut trouver des vidéos de lui sur YouTube qui fait des shows assis à un bureau, entouré d'un quatuor à cordes, puis comme il
il écrit puis il lit dans des livres en même temps que chanter. En tout cas, c'est vraiment un univers très original. OK. Ben, on écoute ça tout de suite. On va commencer avec Des bémols et des dièses de Dick Annegarn et on va suivre avec Le Père Grimoine de Albert Marqueur. Donc, on est de retour. On vient d'écouter Des bémols et des dièses de Dick Annegarn et Le Père Grimoine de Albert Marqueur. Toi, Johan, premièrement, on peut entendre que dans les paroles et ta poésie, comme on a mentionné précédemment, c'est quand même assez atypique de par les mots que tu emploies et la formulation des phrases. Il y a même des mots qui semblent inventés. C'est comment tu écris tes paroles? De quelle manière ces idées-là te sautent à l'esprit? Je dirais que je me considère un peu orphelin en termes de poésie, dans le sens que j'ai pas lu beaucoup de poètes, puis j'ai presque jamais fait de cover. Fait que quand venait le temps d'écrire des textes, j'ai un peu dû me façonner mon propre craft, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Donc c'est un peu il y a un côté naïf dans le sens que je me gêne pas pour puiser dans ma naïveté, je me gêne pas pour puiser dans la naïveté de mes sentiments, dans la naïveté de ma colère. Je me gêne pas non plus pour puiser dans mon côté un petit peu plus intello. Donc je dirais que c'est quelque chose de très prototypal, si ça se dit, dans le sens que je suis jamais très sûr de moi quand je vais écrire, mais je commence à avoir, en tout cas, il me semble que j'ai un sens de ce que je considère comme étant une phrase ou une rime correcte. J'aime bien faire des rimes classiques, ça, je m'inspirais de Serge Gainsbourg pour ça. Il rime d'une façon très comment dire, très AABB. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est le genre de les petits repères que je me permets pour créer une forme qui a du sens. Ça rime pas tout le temps. Ce que je fais, mais je dirais que c'est pas mal ça, là. Puis après ça, c'est comme tout le monde, des métaphores, Puis j'ai lu quelque part que tu employais aussi l'automatisme dans ton écriture. C'est-tu quelque chose qui a encore paru sur le dernier opus ou c'était quelque chose de plus avant? Ben c'est de l'automatisme. C'est pas vraiment de l'automatisme, c'est juste c'est très impulsif. Ben okay. C'est pas purement de l'automatisme. Je m'autorise beaucoup de retravail. J'essaie quand même d'avoir un sens concret, mais il y a, dans le sens qu'il y a quand même pas mal de premiers jets, mais c'est pas purement de l'automatisme. C'est juste, je dirais que ça décrit une approche plutôt impulsive. OK. Puis, tu sais, il y a aussi comme l'emploi de mots qui en fait n'existent pas. Genre, tu sais, par exemple, dans l'œuvre L'Arrache-Museau centrifugale, c'est un terme qui existe pas, tout simplement. C'est de quelle manière tu viens comme justement créer des mots pour illustrer tes propos? Ben, c'est vrai que centrifugal, je dois être honnête, je pensais que ça existait quand je l'ai inventé, puis après ça, j'ai découvert que ça existait pas. C'est la force centrifugeuse et non la force centrifugale. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment... ça sonne bien, en tout cas. C'est comme j'avais un thème qui me trottait, j'avais cette mélodie-là, puis l'arrache-museau centrifugal, je trouvais ça tellement cool quand j'ai eu l'idée que comme j'étais là, ben cool, ça va être ça, ma toune, c'est imagé, on sait pas trop c'est quoi, mais ça nous évoque un truc. Ouais. Donc, fait, c'est vraiment comme... Je trouve que le mot vient vraiment influencer qu'est-ce que l'auditeur-auditrice peut justement ressentir. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant. Ça me fait justement penser à... Comment ça s'appelait ça? Ça s'appelle La charge de l'orignal épourmiade de Claude Gauvreau, ouais. Qui était en fait une pièce de théâtre. Je me souviens plus en quelle année que ça avait été fait, là, mais c'est une pièce de théâtre dans laquelle Claude Gauvreau, justement, invente des mots qui viennent justement comme... C'est des mots qui n'existent pas, qui sont supposés venir appuyer l'émotion et servir le jeu plutôt que le jeu vienne appuyer les mots. En tout cas, c'est ça le genre de concept du truc, puis ça me faisait vraiment penser à ton œuvre. Donc, je vais juste faire un petit name drop pour... Ben, j'ai beaucoup lu... En fait, j'ai trippé sur Gauvreau quand j'étais plus jeune, puis c'était vraiment... OK, bon. OK, super. C'était vraiment la charge, ben, c'est la seule pièce de lui que j'ai lue, mais c'était... Pendant longtemps, j'écrivais des textes en exploréen tout le temps avec mes amis. Puis d'ailleurs, je le conseille beaucoup pour ceux qui veulent... travailler leur inspiration puis travailler leur accès à des forces créatives là. Mm-hmm. L'exploréen là, c'est hyper libérateur puis ça vous enlève beaucoup de blocages. L'exploréen, c'est comme ça qu'il appelait la poésie, comme ça à base de mots inventés. Ah ouais, OK. Ouais. Bon ben on ira checker ça. On parlait précédemment que c'était en fait des mélodies sur lesquelles tu venais mettre des mots. Mais là après ça, est-ce que les mots
est-ce que ce sont les mots ou ce sont la mélodie qui viennent influencer les arrangements et un peu la construction harmonique et orchestrale de l'orchestration de tes pièces? C'est pas mal les mélodies. Je dirais que souvent, avant, quand j'ai la mélodie déjà de la tune, même avant d'avoir les mots, j'ai déjà des petites idées d'arrangement. Mm-hmm. Par exemple, je sais qu'il va y avoir une réponse à la mélodie à ce moment-là, puis je trouverais ça cool que ce soit une clarinette qui le fait, mettons, des choses comme ça. Les mots peuvent avoir leur petite influence aussi. Une fois que j'ai plus accès à c'est quoi l'émotion, le sentiment qui est parlé en mots, ben là, je vais avoir peut-être des petites idées d'orchestration qui vont venir à partir de ça, mais je dirais surtout la mélodie. OK. Puis, juste avant la sortie de ton dernier album, t'as fait paraître le premier vidéoclip en lien avec l'album. Donc, c'est le clip pour la chanson Petit Ange qu'on s'apprête à aller écouter. Moi, je trouve que ce vidéoclip-là a vraiment comme une esthétique un peu comme rurale qui vient un peu justement appuyer je trouve l'émotion et le sentiment que cette pièce-là suscite chez moi en fait. Puis je me demandais justement, est-ce que c'était voulu que le visuel correspond, j'espère que le visuel correspond autant aux vidéos, que le visuel corresponde autant à la musique et si oui, est-ce que les prochains vidéoclips vont toujours autant suivre l'esthétique très éclectique de tes chansons? C'est drôle que tu dises ça parce que, à mon avis, l'alliance entre de la ferraille puis des costumes de ferraille puis un char puis un bike, ça clashait quasiment avec le thème d'un petit ange tout mignon, tout gentil. Mais c'est l'idée de Gabrielle Lapalme, la réalisatrice, qui avait comme on s'est dit avant l'entrevue, qui a toujours eu le fantasme de faire de la vidéo autour d'un vélo qui serait sur un char. Fait que là, c'est elle qui est vraiment arrivée avec son espèce de délire de métal puis on dirait que je lui faisais tellement confiance, je trouvais ça tellement une belle alliance de contrastes, puis je me suis dit je vois pas comment ça pourrait mal se passer. Puis en effet, ça a tellement bien fité que en tout cas, pour moi c'est comme une visionnaire un peu cette réalisatrice là. OK. Qui est aussi ma copine. Donc, je me gêne pas pour le pitcher des fleurs. Mais le vidéoclip, je veux dire, ces fleurs, elle les mérite parce que c'est une belle pièce d'art, tiens. Oui, c'est ça. On est vraiment extrêmement content du résultat. Puis elle a mis un sacré travail. On a été dans des cours à scrap des cantons de l'Est chercher plein de morceaux de métal pour faire le décor. On a fait appel à Philippe Saint-Denis du collectif Propice à Sherbrooke qui nous a façonné tout le décor, toute la voiture, il a pas façonné la voiture, mais il a mis le vélo puis la structure qui l'entoure sur le char. Ouais, le rack. Puis là, Gabriel a fait appel à une équipe de collègues de Montréal, puis on a tourné ça avec une grosse gang d'amis. Les prochains vidéoclips sont pas encore prévus. C'est sûr qu'on aimerait s'en faire d'autres ensemble. J'ai hâte de voir ce qu'elle va pondre pour ça, parce que ça risque d'être surprenant. Ouais. Mais je trouve justement c'est très en corrélation avec ce que tu mentionnais, dans le sens où est-ce que cet album-là a été créé avec une panoplie de collaborateurs, collaboratrices, puis de voir autant de gens dans ton vidéoclip, je trouve ça crée vraiment ce genre d'univers de communauté-là que j'ai l'impression se crée avec ton projet. Donc, je trouve vraiment que c'est très, très, très bien joué de votre part. Puis, si je peux me le permettre, t'as des chansons, je pense que ce sont justement Les Requins sont sortis, qu'on s'apprête à écouter, qui est un petit peu plus dans une esthétique métal. Tu sais, c'est quand même assez élevé. Donc, réutiliser le jeu de mots entre métal et ferraille, ça pourrait être une idée que je lance comme ça. Mais justement, on va se lancer vers l'écoute de Les Requins sont sortis, puis Petit Ange, qui est la chanson sur laquelle le vidéoclip a été basé. Donc, on écoute ça tout de suite. On vient d'écouter Les Requins sont sortis et Petit Ange, dernier album de Johan Francoz. Johan, merci beaucoup de t'être déplacé aujourd'hui pour venir discuter avec moi. T'as-tu des... en fait, quels sont tes objectifs fin 2023 et 2024? Ben là, en ce moment... déjà, il y a mon lancement d'album qui s'en vient les 3 et 5 décembre à Sherbrooke et à Montréal, donc ça va être de préparer ça. D'ailleurs, si ça vous tente de venir voir ça, le 3 décembre, ça se passe à la Petite Boîte Noire, puis le 5 décembre, ça se passe au Quai des Brumes avec des musiciens et des musiciennes de Sherbrooke. Donc, ça va être de préparer ça. Ensuite, j'ai quelques petits projets, quelques petits spectacles.
Ensuite, ça va être de trouver une façon de trouver de l'argent pour faire un projet de EP. J'aimerais ça viser un 5 tunes que j'aimerais ça... Toujours 5. Ouais, toujours 5 ou 10. À un moment donné, il va falloir que peut-être que je brise ça, mais... Peut-être un 15 ou un 20, on sait jamais. Ouais, un jour, ouais. Puis là, j'aurais aimé ça faire ça ce printemps, mais on va voir ça on va voir si c'est possible. Tu sais, là, je vais peut-être viser un petit peu moins de musiciens, mais quelque chose un peu plus... Comme là, j'ai appris énormément de choses, en fait, en faisant ce projet-là. J'imagine, ouais. Il y a beaucoup d'erreurs que je ferais pas dans la stratégie, dans la logistique, fait que là, c'est ça. Là, je dirais que mes objectifs, c'est continuer à essayer de pas perdre de vue que ce que je veux faire, c'est beaucoup de création. Mais essayer quand même que mon album, La Grandeur, s'épanouisse d'une façon qui puisse être positive. Donc, si je suis capable d'avoir des spectacles pour le soutenir, j'aimerais ça. Sinon aussi, je vais continuer à organiser mon cabaret mensuel où justement, j'invite des artistes à venir montrer des nouvelles chansons. Ça, c'est le collectif de la chanson de l'Estrie dont tu parles? Le collectif de la chanson indépendante de l'Estrie. Ah, OK. Donc, c'est vraiment axé sur la création. C'est inspiré des Schubertades du compositeur Schubert qui réunissait des gens... je pense que c'était une fois par mois pour se montrer leurs nouvelles compositions. Moi, j'avais envie de réunir des gens qui font des chansons pour se montrer leurs nouvelles chansons. Donc, on invite toutes sortes d'auteurs, autrices, compositeurs, interprètes, que ce soit des amateurs ou des professionnels aguerris, à venir nous montrer des chansons et, si possible, au moins une nouvelle tune à chaque mois. Ça se passe sur la scène C à Canton de Hatley. Puis, donc, on va continuer à faire ça tous les mois. Sinon, est-ce que j'ai d'autres objectifs? Je dirais construire un bon show live. Ça fait longtemps que j'en ai... full band. J'ai fait beaucoup de live en formule réduite, mais là, j'ai envie de me tourner vers des plus grosses scènes. Surtout que ta musique se prête immensément à ce concept-là. Ouais. Idéalement, là, il y aurait un orchestre pis tout. Mais idéalement, un jour. Peut-être dans 30 ans. Puis, comment on fait pour te suivre? De quelle manière on fait les réseaux sociaux traditionnels, j'imagine? Ben ouais, Instagram, Facebook, Bandcamp... Spotify, Apple Music. Toute la patente. Je vais ouvrir un Patreon bientôt, si jamais il y a des gens qui veulent m'aider. Il va y avoir quoi sur le Patreon? Il va y avoir toutes sortes d'affaires. J'ai envie de commencer à faire des sonneries de téléphone sur commande. Ce serait une bonne façon de faire de la musique condensée rapide. Fait que là, je pourrais écrire une sonnerie instrumentale personnalisée à ceux qui contribuent d'une façon ou d'une autre. Et sur Instagram, Facebook, vous pouvez voir mes BD avec, encore une fois, Gabriel Lapalme. On s'amuse à faire des communiqués en bande dessinée graphique. Donc, c'est des photos de moi ou de nous qui disons soit des conneries, soit des annonces importantes sur ma carrière. Donc, voilà, Facebook. Parfait. Puis le lien de tout ça est en description, donc allez cliquer là-dessus. Encore une fois, merci beaucoup, Yann, de t'être prêté au jeu aujourd'hui. Je m'appelle Joël. Vous pouvez suivre également le podcast sur Instagram, en accord avec le son podcast sur Instagram. Donc, merci encore une fois. Puis merci beaucoup à toi. À la prochaine.